Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Dans les titres, le départ annoncé de l'école de chasse de Tours entre 2016 et 2018. Les élèves quitteront la base aérienne 705 pour Cognac. Après, que deviendra cette base? Eh bien, la réponse dans quelques instants. Quel avenir également pour les sous-traitants de Michelin Jouer les Tours, les victimes collatérales des décisions du groupe basé à Clermont. 730 emplois, une activité poids lourd qui vont disparaître sur le site Jocondia en 2015. Nous le verrons, c'est l'inquiétude chez les sous-traitants. Et puis, c'est désormais officiel, le Tour FC sera repris par le président de Corsica Tours, Jean-Marc Ettori. Un accord a été trouvé avec Frédéric Sebag, une décision rendue publique après que la DNCG, le contrôle de gestion des clubs de foot, ait accepté de reporter l'audition des dirigeants du Tour FC au début du mois de juillet. Une page dans l'histoire militaire de Tours va se tourner entre 2016 et 2018. L'école de chasse quittera la base aérienne 705 pour Cognac. L'objectif étant de regrouper les différentes formations de pilotes en Charente. Plus de pilotes à Tours. Quelles conséquences pour la BA 705? Va-t-on vers une fermeture du site? On voit cela avec Brian Bock. Chaque année, quelques 70 élèves sortent de l'école de l'aviation de chasse de Tours. Créée en 1961, cette école fait partie intégrante du parcours de formation des pilotes et des navigateurs. Mais en 25 ans, l'armée de l'air a formé 40% de moins de pilotes et l'exploitation de ces avions-écoles, les Alpha Jet, sera arrêtée d'ici 2020. L'armée réfléchit donc à réformer la filière de formation des pilotes de chasse. La piste du regroupement des écoles à Cognac est évoquée. En revanche, silence radio sur l'avenir de l'école de Tours. La base aérienne, c'était vraiment un des 3 premiers employeurs de l'agglomération. Je suppose que la tension est forte et que les journalistes sont effectivement extrêmement tendus également. Et un discours, un article, quelque chose qui peut être interprété de façon un petit peu particulière, peut prêter parfois à confusion. Mais en tout cas, la position de l'armée de l'air est très claire. Il n'y a pas de départ acté de l'école de chasse. À Tours, une cinquantaine de moniteurs travaillent à l'école de l'aviation de chasse et 300 techniciens s'occupent de la maintenance des avions-écoles. Dans quelques semaines, le gouvernement dévoilera la loi de programmation militaire qui réorganisera l'armée avec la suppression prévue de 24 000 postes entre 2015 et 2020. On en saura alors un peu plus sur l'avenir de l'école de Tours qui appartient à la base aérienne 705. L'actualité, c'est aussi du côté de Michelin. Une assemblée générale se tenait aujourd'hui à Clermont-Ferrand et c'est demain que débutent les négociations sur le site de Tours avec la direction, des négociations pour définir les contours du plan de restructuration. Et c'est dans ce contexte que se tenaient aujourd'hui au Sénat les séances des questions au gouvernement. Marie-France Beaufils, la sénatrice maire communiste de Saint-Pierre-des-Corps, a voulu interpeller le ministre de l'économie et des finances sur la situation des salariés de Michelin Jouer les Tours. On le rappelle, 730 emplois qui vont disparaître en 2015. Mais en l'absence du ministre, en l'absence de Pierre Moscovici, c'est Fleur Pellerin qui a répondu à Marie-France Beaufils. On écoute la ministre chargée des PME, notamment. Le gouvernement demande à Michelin qu'il n'y ait aucun départ contraint. L'entreprise a pris l'engagement de proposer un autre poste dans le groupe à chaque salarié concerné. Il faut également que ceux qui souhaiteraient rester dans la région se voient proposer une solution et surtout que le site poursuive sa vocation industrielle. Le gouvernement sera particulièrement vigilant au respect de ses engagements. Arnaud Montebourg et Michel Sapin seront extrêmement attentifs au sort des salariés dont l'emploi est supprimé. Toute personne qui perd son emploi à cause de Michelin devra retrouver un emploi grâce à Michelin. La décision de Michelin fait également des victimes collatérales. On ne pense pas tout de suite à eux, mais les sous-traitants en font aussi les frais. Pour eux, c'est l'inquiétude quant à l'avenir et le flou total. Reportage chez le premier sous-traitant de Michelin Jouer les Tours, Anaïs Michaud. Thierry Pitot est salarié chez Honnête Propreté et ne travaille depuis 2004 que sur un seul site, l'usine Michelin de Jouer les Tours. Depuis l'annonce de la fermeture de l'activité poids lourd en 2015, il redoute que son poste soit supprimé. Des grosses angoisses et on attend toujours des réponses, on n'a pas. Nous, depuis lundi, on voit toujours personne. J'ai vu un petit peu mon contrevêt parce que je l'ai pratiquement intercepté. Et il m'a demandé comme ça, est-ce que ça va? J'y ai répondu, non, ça ne va pas. Parce que ça ne peut pas aller. Le plus dur selon lui, c'est l'incertitude qui règne et le manque d'informations de la part d'Honnête. Le groupe Michelin, quant à lui, leur aurait laissé entendre que leur collaboration s'arrêterait à la fin de l'année. Alors Thierry pense déjà à ce qu'on pourrait lui proposer après.
On va commencer à 5 h du matin, par exemple, et finir à 11 h le soir. Ça va être 1 heure là, 1 heure là-bas, 1 heure à 15 km, 1 heure. Et voilà. Et vous n'aurez pas le droit de refuser ces aménagements de... Si, on a le droit, au bout de 3, mais au bout de 3, ils ont le droit de nous licencier. Et nous, on n'a rien, même pas le droit au chômage. C'est un refus de travail. Alors donc, on peut pas... Ça va être dur. Thierry habite Joué-les-Tours, il a sa vie ici et ne se voit pas du tout déménager. On s'est rapproché en plus de Michelin, Esprit. J'habitais avant un peu plus loin. Et malheureusement, ben voilà. Et en plus, on est un couple ici. Ça va faire 2 personnes en plus. Entre le nettoyage, la manutention et le restaurant d'entreprise, ils sont au total une 40aine de sous-traitants en CDI temps complet, dédiés exclusivement au site Michelin de Joué-les-Tours. À cela s'ajoutent entre 40 et 50 équivalents temps plein, en maintenance électrique notamment, soit une centaine de postes à l'avenir incertain. La MJC de Joué-les-Tours a-t-elle été escroquée par son comptable? Une enquête préliminaire a été confiée à la SRPJ de Tours. L'homme aurait détourné jusqu'à 80 000 €. Ce sont des arriérés de cotisation de l'URSSAF qui ont notamment mis la puce à l'oreille. 40 000 € réclamés par l'URSSAF. Le comptable aurait reconnu avoir minoré les déclarations. Il n'a pas dit où il avait mis l'argent, mais il aurait gonflé son salaire, ses fiches de paye. Quant à la MJC, elle s'est mise en lien avec l'URSSAF pour étaler les remboursements. Soulagement au Tours FC. Un accord a été trouvé en vue de la reprise du club, confronté à de sérieuses difficultés économiques. Frédéric Sebag, le président actuel, est tombé d'accord avec le président de Corsica Tours, Jean-Marc Ettori, qui deviendra donc le nouveau président du Tours FC. La décision a été rendue publique cet après-midi, après que la DNCG, le contrôle de gestion des clubs de foot, ait accepté de reporter l'audition des dirigeants du Tours FC à début juillet. Tout cela s'est passé à Paris ce matin en présence du sénateur-maire de Tours et du président du département d'Indre-et-Loire. Objectif, défendre le dossier qui revient donc désormais à Jean-Marc Ettori. Aurélie Renaud. Il vient de racheter le Tours Football Club. À 61 ans, Jean-Marc Ettori, chef d'entreprise corse, est à la tête du groupe Ettori, spécialisé dans le tourisme qui emploie 300 personnes. Il y a un mois à peine, il entend parler des difficultés du club et se penche sur le dossier de reprise. Un rachat que lui a suggéré un membre de sa famille, Jean-Luc Ettori, l'ancien gardien de but international. Jean-Luc Ettori qui doit être nommé président du Tours Football Club. Ce matin, le chef d'entreprise quittait son île pour la direction nationale du contrôle de gestion à Paris, sorte de gendarme financier de la Ligue Pro de football. Aux côtés de Frédéric Sebag, il a demandé un délai supplémentaire pour établir son plan de rachat du club. Il ne compte pas faire une révolution en termes d'hommes, de dirigeants. A priori, alors là, c'est pas encore certain, mais Max Marty, le manager tourangeau, qui est quand même le grand patron du sportif, resterait à son poste. Et surtout, Jean-Marc Ettori souhaite conserver Bernard Blacard à la tête de l'équipe tourangelle. Aujourd'hui, on ne connaît pas le montant du rachat du club. On sait seulement que le TFC est endetté à plus de 3 millions d'euros. Enfin, le seul lien évident existant entre Jean-Marc Ettori et la Touraine sont des lignes aériennes entre Tours et la Corse, des lignes qui sont exploitées par son entreprise Corsica Tours. Et la vente du Tours FC sera scellée début juillet. La branche nationale du Cannabis Social Club dissoute. La décision a été rendue aujourd'hui au tribunal correctionnel de Tours. Elle concerne donc la Fédération nationale des associations de Cannabis Social Club dont les statuts avaient été déposés à Tours. C'est le parquet qui poursuivait. Les membres de l'association ont interdiction de se voir, mais ils ne paieront pas d'amende ni frais de justice. Écoutez plutôt la réaction d'un des membres de l'asso, Dominique Brock, son porte-parole n'étant pas là, et puis réaction suivie de celle de l'avocat de l'association. On continue, c'est la ligne de conduite qu'on s'était fixée dès le départ, on savait que ça serait long, de toute façon, et puis on continue, il n'y a pas de problème, on va pouvoir abandonner maintenant qu'on a enfin réussi à obtenir une réponse. Alors c'est une réponse qui est négative, on s'y attendait aussi, mais au moins on en a une. Depuis le début, si les gens ont décidé de se battre, c'est pour aller jusqu'au bout, donc aller jusque devant la Cour européenne. Pour cela, il faut avoir épuisé les recours, donc nous épuiserons les recours au plan judiciaire, appel, puis vraisemblablement jusqu'au bout, en Cour de cassation, pour se retrouver devant une juridiction européenne. Et quant à la branche locale, elle sera fixée sur son sort le 11 juillet prochain. Abolir les privilèges des députés. Dans les concernés, ils sont 10 à plaider en ce sens, 10 députés interrogés par le Nouvel Observateur. Quelles sont les réactions, cette fois-ci du côté de nos parlementaires? Réactions recueillies par Angélique Mandon.
Supprimer le régime de retraite des parlementaires, fiscaliser les frais de mandat et contrôler les lobbies à l'Assemblée. Ces propositions sont signées Laurent Wauquiez, Jérôme Guedj et François de Rugy. 3 des 10 députés a demandé dans le Nouvel Observateur l'abolition de leurs privilèges. Pour Claude Greff, député UMP de la 2e circonscription d'Indre-et-Loire, ces prises de position sont pour ces députés simplement un moyen de se faire connaître. Pas question de parler de privilèges. Nous n'avons pas de privilèges. Les parlementaires ont en effet quelques avantages, mais qui sont dus à la fonction qui est la leur. Et donc la fonction, elle est précaire. La moyenne de temps d'un parlementaire est en général de 7 ans. Et en général, les parlementaires ont beaucoup de mal à retrouver du travail après ces 7 années. Nombreux sont au chômage et ils ne cotisent pas au chômage, ils n'ont pas droit au chômage. C'est la raison pour laquelle nous pouvons, nous, de ce point de vue-là, avoir, entre guillemets, quelques avantages, tant sur le plan économique que sur le plan de la retraite. Parmi ces propositions, il y a aussi celle de Barbara Romagnan, députée PS du Doubs, le mandat parlementaire unique, une proposition soutenue par le député PS Laurent Baumel. Moi-même, j'ai décidé l'année prochaine de ne pas me représenter comme maire. Je serai sur la liste à Ballon-Miret, conduite par ma première adjointe, mais j'ai décidé de laisser la place. Pour autant, j'admets que d'autres collègues puissent souhaiter prendre un peu plus de temps, s'organiser un peu autrement. Donc je n'en tire pas une leçon d'ordre général pour tout le monde. Des propositions personnelles mises en avant par ces élus de droite comme de gauche, 10 députés sur les 577 que compte l'Assemblée nationale. Dernière séance au Conseil régional aujourd'hui. Les élus sont réunis pour la dernière fois avant l'été. Ordre du jour, l'adoption des comptes administratifs 2012, mais aussi le bilan des coopérations décentralisées. Il s'agit de ces partenariats développés entre la région Centre et d'autres régions du monde. Le bilan de ces coopérations avec Mickaël Briffaut. La coopération internationale décentralisée de la région Centre, ce sont des partenariats avec 9 régions de par le monde, réparties en Europe, en Asie et en Afrique. Au-delà des échanges culturels, l'action se traduit principalement par un volet solidarité, comme au Maroc, au Mali et en Mauritanie, indispensable pour le président de région, même dans un contexte de budget serré. La part qui est consacrée à cela, elle est, au regard de l'ensemble du budget, relativement modeste. Mais elle est essentielle. Derrière, il y va de la capacité, je pense à l'Afrique, d'enfants d'être soignés. À travers cette coopération internationale, ce sont des relations privilégiées avec différents pays qui sont développés. Le but, permettre aux entreprises locales d'exporter vers ces territoires en s'appuyant sur ce réseau. Comme lors de ce voyage en mai 2012 à Meknès au Maroc, où des entrepreneurs faisaient partie de la délégation. Lorsque des spécialistes de machinisme agricole vont aujourd'hui s'intéresser au marché marocain, c'est une possibilité de commercialisation internationale. Aujourd'hui, nous faisons en sorte que notre coopération décentralisée avec l'Asie, avec l'Afrique, avec l'Europe, soit une coopération qui soit un levier pour le développement économique et le développement de l'emploi, notamment dans notre région. La coopération internationale décentralisée coûte 1 400 000 € par an à la région. L'an dernier, sur le budget total de plus de 1 000 millions d'euros, cela représente 0,14%. Les énergies renouvelables, tout le monde dit oui. Mais comment ne pas se faire avoir lorsque l'on a décidé d'investir? C'est l'objectif justement de l'Université populaire rurale qui organise des campagnes d'information. Exemple à Contre dans le Loir-et-Cher samedi dernier. Reportage signé Loïc Blache. Géothermie, bois, électricité, ils étaient une cinquantaine d'habitants à être venus à la réunion publique. Leur but, débattre des énergies renouvelables et en première ligne du photovoltaïque en constante progression dans le Loir-et-Cher, malgré le faible ensoleillement du département. Nous notons dans le département du Loir-et-Cher, à la fin 2012, à peu près 1000 installations de production d'énergie renouvelable, dont l'immense majorité de petites installations photovoltaïques sur le toit des habitations ou des installations agricoles. Conséquence de l'engouement pour ce nouveau business, les arnaques aux consommateurs qui ont fortement augmenté. C'est une des raisons pour lesquelles nous voulions en circuit direct que les citoyens soient informés directement dans le cadre d'un débat contradictoire, d'un débat public contradictoire. Pour éviter les pièges, les associations de défense des consommateurs donnent quelques conseils. Ne pas accepter de rendez-vous par téléphone, demander l'autorisation de la mairie, ne pas signer tout de suite et préférer les sociétés locales pour pouvoir mieux les identifier.
sur Infogreffe, vous regardez depuis quand elles sont créées, s'il y a des ennuis, s'ils ont déjà été déclarés avec des gros ennuis, parce que la plupart des dossiers que nous avons, les entreprises ont été en liquidation judiciaire 2 mois après avoir fait signer le contrat. En 2 ans, l'UFC Que Choisir affirme avoir reçu plus de 50 dossiers de contentieux concernant le photovoltaïque, des litiges dont le préjudice financier varie de 18 à 35 000 euros. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, on se retrouve en compagnie d'Alain Dayan et on va parler de l'avenir de l'aéroport de Tours.